Donc, on vient de voir dans cette première partie qu'en fonction de la situation géographique d'un terrain, et si on a quelques connaissances à minima des données géologiques et de la nature du sol qu'on a sous les pieds, il est possible de déterminer du coup quel type de risque on peut s'attendre à rencontrer sur ces territoires. Donc, c'est extrêmement important d'avoir déjà ces notions-là, de savoir un peu sur quel type de sol on se trouve. On va voir dans cette deuxième partie justement ce qu'il est possible de faire. Tout n'est pas possible, mais il y a des choses quand même en matière de prévention, de réduction de la vulnérabilité. Et puis on va voir aussi comment réagir face à du bâti qui est parfois déjà affecté par ces catastrophes, notamment le retrait-gonflement des argiles. Voilà, donc je vais redonner la parole à Cyril. Je vais vous passer rapidement les différents textes qui régissent un peu la propriété du sol et du sous-sol, notamment l'article 552 du Code civil qui dit que le propriétaire du sol emporte le tréfonds, c'est-à-dire le sous-sol. Donc chaque habitant en France est propriétaire de son sol et de son sous-sol, hormis les zones dont les matières sont concessibles et dont l'État se donne le droit de les exploiter pour son propre compte et d'en gérer aussi l'après-mine, c'est-à-dire la gestion du risque après exploitation. Donc la pierre de taille exploitée pour bâtir Bordeaux et nos belles régions en pierre ne fait pas partie de ce régime minier, c'est du régime privé. Et donc, en fait, le propriétaire du sol est responsable de tout ce qui se passe en dessous, à la fois l'exploitation à l'époque et à la fois le risque qui est produit par le fait que la roche a été exploitée en sous-sol. On a un autre texte qui dit que finalement, il faut rentrer obligatoirement dans les communes, dans les plans locaux d'urbanisme. Et en fait, le R111.2, en fait, on est dans des zones dans lesquelles sont soumis à des mouvements de terrain. Et toutes ces zones de carrière souterraine sont normalement inconstructibles en l'état dans les zones soumises à ces mouvements de terrain, carrière et également les falaises. Ensuite, on a également un autre article qui dit que tous les bâtiments qui sont soumis, tous les bâtiments dans lesquels il y a un propriétaire ou un locataire, ils sont censés avoir une information du risque dans lequel ils sont. Mais l'obligation n'est faite que quand il y a un plan de prévention de risque qui est prescrit, pas forcément qu'il soit approuvé dans les certaines communes où il y a des plans de prévention de risque. Le propriétaire doit annoncer à son locataire ou à son acquéreur qu'il y a présence d'un risque d'effondrement de carrière souterraine ou de mouvement de terrain. Je vous ai fait ce petit schéma qui montre un peu notre entité. Donc, nous sommes rattachés au département de la Gironde, à la direction des infrastructures, et nous avons actuellement 3 personnes au service. On a un géomètre, un technicien risque naturel et moi-même géologue, géotechnicien, et expert pour la préfecture en cas de sinistre sur des biens ou sur des expositions à des personnes vis-à-vis de ces problèmes-là. Nos missions, en fait, au service sont depuis toujours de gérer l'inventaire. Donc, je vous en parlerai un petit peu après dans les slides suivantes, comment est géré l'inventaire à l'heure actuelle. Mais nos missions les plus importantes sont le fait d'être rattaché à la direction des infrastructures au département, c'est d'avoir une vision de ce qui se passe sous les routes départementales. Donc, nous avons un budget pour faire de la surveillance et des travaux quand il y a encore le temps de le faire avant que ça s'écroule. On a une mise à jour permanente de l'inventaire depuis de nombreuses années et depuis quelques temps en ligne. Je vous donnerai après le lien du site internet sur lequel vous pourrez consulter la localisation des carrières souterraines. Nous faisons de l'aide pour les communes au niveau, on va dire, choix technique de ce qu'ils vont pouvoir faire sur des études ou des travaux. Et nous subventionnons les communes également. Je vous donnerai les taux tout à l'heure de subventionnables pour les aider à gérer ce problème de carrière souterraine. Nous sommes également en intervention, quel que soit le secteur, privé ou ailleurs, quand on est saisi par le préfet ou les services de secours. C'est ce qui s'est passé à Nogent-Postel quand il y a eu le gros effondrement, là où vous avez vu le cheval au fond de la cuvette.
Donc, on est allé le même jour de l'effondrement, sauf on n'a pas pu progresser dans la carrière. C'était encore en cours d'effondrement. Donc, on s'exposait nous-mêmes à un risque. Donc, on est revenu le lendemain pour faire l'expertise, pour déjà se mettre en sécurité, nous-mêmes, et faire une analyse un peu plus intéressante que si on l'avait fait dans la précipitation et au casse-pipe, en fait. Nous avons des relations avec un autre organisme qui est un syndicat intercommunal qui s'appelle EPRCF 33, donc Évaluation, Prévention, Risque, Carrière Falaise 33, qui s'est créé dans les années 2019, 2018-2019, il me semble. Donc nous avons des échanges, nous n'avons pas conventionné ensemble, mais nous avons des échanges de données, notamment des deux côtés, hein. Ils peuvent nous en fournir, on peut leur donner des données lorsque des études sont faites dans des zones dans lesquelles le sujet des carrières souterraines est important. On a une vingtaine, on va dire, d'échanges par an sur des difficultés sur les territoires soumis au risque carrière souterraine. Voilà donc notre carte d'intervention qui a été créée lors de notre service en 1978. Nous avons donc le recensement, je vous disais tout à l'heure, 230 carrières. Alors, il y a peut-être 300, en fait, 230, parce qu'on a 230 plans, mais il y a 300 carrières qui étaient en fait déclarées au service de l'État. Et donc, actuellement, on est à 1400. On est passé par 1200 en 2009. Tout ça pour vous dire que soit les documents sont perdus, soit il y a beaucoup de carrières clandestines. Passer de 230 à 1400, ça fait beaucoup de carrières oubliées, soit administrativement, soit vraiment sur le terrain, parce que les gens ont exploité sous leur propre pied des pierres pour vendre, et puis faire soit du profit, soit pour bâtir des maisons aux alentours des gîtes, hein, ou des exploitations souterraines. À l'heure actuelle, donc, on a 123 communes concernées par les carrières. Elles sont réparties, on l'a dit tout à l'heure, géologiquement, hein, toute rive droite Garonne, parce on a ce calcaire qui était dans ce bassin sédimentaire, beaucoup, donc la Haute-Gironde, l'Entre-deux-Mers, le Fronçadet, le Saint-Émilionnais. Et on en a un petit peu là dans la vallée du Ciron, à Beaume, à Preignac, à Barsac. Le linéaire de RD est à peu près de 29 km. Si on compte qu'il n'y a qu'un seul étage, quand il y en a plusieurs, ben, on pourrait cumuler le nombre de kilomètres, hein. On a deux collèges sur carrière. On a un linéaire de voirie communale que je n'ai jamais calculé, mais qui est possible de faire vu que maintenant on a un SIG depuis 2019. On peut très bien tirer un linéaire des voies communales et nous avons 2300 habitations sur carrière, sur le département entier. Oui, je vous disais tout à l'heure pour consulter les carrières souterraines, c'est passé dans un premier temps en 2009 sur cavité.fr, qui a été décliné en 2011 sur le site actuel géorisque.gouv.fr, sauf que la connaissance des carrières souterraines sur le site de l'État n'est pas à jour. Il n'est pas à jour depuis 2009. Donc il faut aller sur notre site à nous, qui s'appelle gironde.fr, dont j'ai pas mis le lien, il doit être après. Pour avoir les vraies informations sur les cartes souterraines, il faut aller sur notre site internet qui est rattaché au département. Je vous le donne tout de suite après. Qu'est-ce qu'on peut faire pour prévenir du risque carrière? Bon, déjà, on peut éventuellement faire des photos et voir l'évolution de ce qui se passe en galerie, soit sur les piliers, soit sur le toit des cavités. Donc on voit qu'ici, il y a une barrique qui s'est fait écraser par des masses rocheuses qui viennent du plafond. On peut y mettre des bâches sur des zones qui sont en train de se dégrader et faire des marquages également à la bombe de peinture. Et si on voit que la bâche est recouverte de blocs, bah, c'est que le plafond commence à descendre. Et donc, en fait, le mouvement de terrain est engagé pour aller jusqu'en surface ou pas. Après, ça tout dépend, comme je vous le disais tout à l'heure, de la profondeur de la carrière et de la nature du recouvrement. On peut très bien faire un relevé de fissuration. Là, par exemple, il y a un habitant ici à Camblanne qui a fait un relevé de fissuration à côté de son habitation. Et toute la zone qui est en grisé là a été comblée pour mettre en sécurité le bâtiment. Donc c'est une solution, c'est pour pallier au risque, faut combler la cavité ou la conforter. On peut faire aussi quelques marquages et on s'aperçoit qu'il y a un bloc qui a lâché très, très récemment, que mon collègue a remis à la bombe de peinture. Donc on a un pilier ici qui commence à se disloquer et qui fait plus office de support par rapport au recouvrement. Donc il y a un effet de fatigue du terrain qui fait que le pilier est trop contraint et ne supporte plus le recouvrement.
Encore d'autres phénomènes. Donc là, on est à Bayon, on est sur un affaissement qui est assez grand, qui a affecté la voie communale. Donc on peut placer des témoins d'argile ou de ciment, ou même des barrettes en verre, scellées dans les deux parties, évidemment, qui sont stables, pour voir l'évolution de l'écartement des fissures. Alors c'est plus une fissure, hein, c'est une fracture ouverte. Là, on a quasiment 5 à 10 cm. Là, on a Saint-Germain-du-Puch, c'est sur un autre site qui évolue en affaissement depuis une quinzaine d'années. Donc un bâtiment qui est complètement évacué, qui s'écroulera un jour ou l'autre si les carrières n'est pas comblé au-dessous. On peut aussi télésurveiller. Alors ça, c'est un système de télésurveillance qui est à la traîne sous la RD 240, dans la partie basse entre le rond-point où il y a l'avion, à l'aérocampus. Je ne sais pas si pour ceux qui connaissent le coin. Donc on surveille attentivement en fait, la convergence du plafond par rapport au sol. Donc il y a un tout petit ressort au milieu de cette canne qui permet de déceler l'abaissement du plafond. Et donc il y a des alertes quand il y a une crise, un hiver. On peut très bien avoir une alerte en disant tiens, le plafond est descendu de 10 cm. Donc là, en bas de combat, il faut intervenir et faire un comblement assez rapidement. Alors là, je dis comblement, pas confortement, parce qu'on est dans une zone qui est très fonde. Donc un confortement serait illusoire parce que mettre des poutres, des cintres et puis mettre des boulons partout, c'est insuffisamment dimensionné pour maintenir les 35 mètres, les 30 mètres de terrain qui sont dessus. Donc là, la seule solution, c'est de combler le vide pour empêcher que le vide se remplisse des matériaux qui sont au-dessus, donc de tout le recouvrement. D'autres méthodes qui ne sont plus utilisées à l'heure actuelle, mais qu'on veut essayer de remettre au goût du jour à Camblin-les-Maniacs, c'est l'acoustique et le microsismique. Simplement, on balance des ondes dans le pilier et on reçoit par un capteur de l'autre côté du pilier. Si les ondes... Enfin, le test est de savoir si le pilier est sain ou est fissuré. Donc, on va dire que la fréquence que l'onde va parcourir dans le massif ne va pas être la même si le pilier est en mauvais état ou s'il est en bon état. La dernière expérience a été faite, c'est assez vieux, hein, c'est 1989 à Brianc-et-Marcans sous la RD 133. Et l'étude a montré que les piliers étaient sains et n'étaient pas en cours d'effondrement. Donc les travaux que nous menons ou que les communes peuvent mener ou même un propriétaire, après il n'y a pas de règles, sauf qu'effectivement, vous voyez le chiffre, hein, ça peut dissuader certains. C'est assez cher pour conforter, ou enfin plutôt combler un tout petit secteur. Vous voyez la taille d'une maison. Une maison, ça fait quoi? Généralement, ça fait 15-20 mètres de côté. Là, on est à Daignac, on a comblé une partie de route qui fait quasiment même pas 100 mètres de long. Donc 300 000 euros pour combler un morceau de route pour la mettre en sécurité parce qu'il y a 5000 véhicules dans la journée qui passent par là. Bon, c'est nécessaire parce qu'on expose la circulation à ce risque-là. Là, on n'entendra plus parler parce qu'on a comblé la totalité des vides sous la route. Et la commune a participé également au comblement de ce chemin communal qui est ici. Donc c'est une solution radicale, je vous l'accorde, mais pour éliminer le risque, il faut agir de cette façon-là et combler la totalité de la cavité. J'insiste bien là-dessus parce que le fait que les cavités, quand elles s'effondrent, c'est quand même beaucoup plus dur de maîtriser le comblement que si elles sont encore en état dans lequel on mesure on appréhende bien les géométries. Quand c'est écroulé, faire de l'injection à l'aveugle ou des remplissages hasardeux, c'est pas la meilleure solution. Après, on peut mettre en valeur les sites. Là, on est à Nogent-Postiac. Donc, la personne qui a ces carrières-là qui sont à faible profondeur, vous voyez, hein, on a une dalle calcaire qui fait à peu près 1 mètre avec après d'autres bancs rocheux au-dessus qui font pareil à peu près 1 mètre. Donc, il a déroqueté la partie supérieure, même scié les piliers et laissé en l'état les piliers pour faire un aspect un peu joli de l'affaire. Et d'ailleurs, c'est un gîte de France, hein. Vous cherchez sur Nogent-Postiac sur Internet, je pense que vous allez trouver une superbe maison qui est hors carrière avec une piscine qui est complètement mise à ciel ouvert. Voilà, c'est un des sites qui est le plus remarquable en Gironde de cette partie-là, de ce point de vue. On peut également, alors là c'est pareil, ça s'est effondré, donc on a fait de l'injection à l'aveugle, c'était trop tard. On avait vu quelques années précédemment que la carrière était en cours d'effondrement, mais malheureusement, on n'aurait pas pensé qu'elle s'effondre en 2006. Donc il a fallu couper la route et remblayer directement avec du mortier.
les parties effondrées on ne sait pas d'ailleurs jusqu'où où elles sont allées, mais on a mis jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de possibilité de descente gravitaire du coulis. C'est-à-dire on a gavé la carrière sur les pourtours de l'effondrement. Alors, on parlait de prévention précédemment, et voilà ce qu'on peut suggérer. Et depuis les POS et après se sont transformés en PLU, notre service a été beaucoup sollicité, ce que nous ne faisons plus d'ailleurs directement avec les services urbanisme des communes. On les publie directement sur le site gironde.fr. On a donc les entités de carrière qui sont bien définies par endroit. Donc, c'est-à-dire que le front de taille, l'exploitation que les carriers ont menée ne vont pas plus loin, enfin le front de taille ne va pas plus loin. Donc, on a un risque d'effondrement au droit même de la carrière, mais également latéralement. Tout à l'heure, je vous ai montré un effondrement dans lequel les vides se sont effondrés, mais latéralement, en surface, on n'a pas des calcaires qui sont très résistants. On a souvent des argiles, on disait tout à l'heure des alluvions, des terrains qui sont, on appelle aussi géotechniquement, purulents ou des terrains qui sont molassiques. Donc, on peut avoir un effet de bord sur ces carrières qui fait que ben, ça remonte avec un cône d'effondrement qui peut aller jusqu'à 45 degrés. Évidemment, on ne peut pas aller au-delà, hein. 45 degrés, c'est le cône d'un sable qui s'écoule. Donc, on suggère, on prend même pas, hein. On propose d'éviter d'urbaniser dans tout ce secteur-là ou d'urbaniser si c'est effectivement la carrière est supprimée avec un comblement, par exemple, là, sur cette partie-là. Si cette carrière était comblée dans cette partie-là, on pourrait très bien urbaniser sur une parcelle qui pourrait être détachée ici, puis faire des habitations. Je suis toujours favorable à ça, mais après, il faut que ça soit validé au service de l'État, il faut que ça soit validé dans les PLU ou que ça soit révisé à chaque proposition de projet. Voilà, ça, c'est les premiers documents qu'on a émis pour les communes. Alors, PLU de Nérigeon, assez particulier. Alors, là, je vous ai donné un mauvais exemple parce que c'est une carrière qui a été découverte, une des très grosses carrières qui a été découverte récemment, en plein bourg de Nérigeon. Et donc, ben, on a maintenant des gens qui sont sur la carrière et qui ont maintenant obligation d'ailleurs de surveiller la carrière parce qu'il y a un PPR qui a été approuvé. Donc, petite difficulté aussi pour ces habitants-là, mais en gros, la zone dans laquelle les projets ne peuvent pas être développés, je parle bien en extension de bâtiment, hein, au-delà je crois que c'est les 20 mètres carrés, que je ne dis pas de bêtises, mais on ne peut pas avoir d'habitation neuve dans ce grand périmètre rose. Donc après le 1er janvier 2009, il s'est avéré que notre service, nos missions ont été un peu recadrées. Nous ne faisons plus d'intervention dans le milieu privé, nous ne donnons plus d'avis non plus dans le milieu privé. Nous ne faisons que de l'affichage. En fait, on a une banque de données du sous-sol sur la présence de carrières et nous mettons à jour les carrières pour que ben, les ventes se fassent et que les notaires puissent consulter directement cette carte et annoncent à l'acheteur qu'il est, par exemple, la maison 616. Elle est en partie sur la zone de mouvement de terrain, pas sur carrière, mais sur la zone de mouvement de terrain. Une zone dans laquelle il pourrait très bien aménager des choses en dehors de la partie rose ici, par exemple. Si on a une parcelle, voilà, cette grande parcelle-là, 244, où il n'y a aucun bâtiment, bah évidemment, aucun bâtiment pourra voir le jour, sauf s'il y a traitement de la cavité par le dessous. Pour savoir comment gérer ces carrières, en fait, vous avez soit la possibilité d'adhérer à l'EPRCF qui va pouvoir traiter de façon large et d'intérêt général un secteur qui est sur carrière. Ça, ils peuvent vous aider en termes techniques et alors financièrement, je ne sais pas, faut leur poser la question. Mais je sais qu'à l'heure actuelle, il y a 40 communes qui ont adhéré à ce syndicat qui est situé, le siège est situé à Camarsac, commune girondine dans laquelle il renferme beaucoup de carrières souterraines. Les communes peuvent également nous solliciter pour une aide de fonds et de subventions pour faire des études à hauteur de 15 000 euros. Et ils peuvent également enfin, plafonner à 15 000 euros, nous demander pour faire des travaux jusqu'à 500 000 euros. Les derniers travaux qui ont été faits par des communes en termes de carrière, c'est la commune de Saint-Macaire, à titre d'exemple. La carrière est ouverte au public d'ailleurs. C'est un immense, des très 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 jolies carrières qui permettent qui sont sous la vieille ville et qui permettent de faire des séminaires et des interventions théâtrales ou musicales
très chouette carrière mise en valeur. Nous faisons également de l'aide à maîtrise d'ouvrage. Nous aiguillons les communes vers des bureaux d'études compétents. Nous proposons les plans qui existent et leur remontons tout l'historique d'un lieu qui voudrait connaître. Et je sais qu'au niveau des aides de l'État, c'est également possible. Par contre, je ne connais pas les taux actuellement qui sont pratiqués, donc il faut se renseigner auprès de la DDTM et également du ministère pour savoir quels sont les taux et comment être éligible pour avoir ces aides-là. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Cyril.